Aventurier, fils de bonne famille, Benjamin du fondateur de la célèbre marque Alsa, Christian Munch a vécu à fond sa passion de l'aviation et des raids lointains. Disparu dans de tristes circonstances en janvier 1938, sa mémoire s'efface malgré des tentatives régulières pour raviver son souvenir. À travers cette conférence, nous vous invitons à suivre son parcours à la lumière de nouvelles découvertes pour mieux connaître cette figure emblématique de l'aviation nancéenne de l'entre-deux-guerres. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là pour cette nouvelle conférence au Cercle du Travail qui m'accueille toujours très gentiment. Et je viens vous parler ce soir de Christian Munch. Mais avant de commencer l'histoire de Christian Munch, je voulais vous dire qu'on essaye de faire une capture vidéo de cette conférence que vous retrouverez sur YouTube si tout fonctionne bien, et sur une chaîne qui s'appelle plano.com. Et donc, Vincent va peut-être se déplacer durant la conférence, en espérant qu'il gêne le moins possible les gens. Et vous avez beaucoup de chance parce qu'avec Vincent, nous venons de terminer d'écrire la biographie de Christian Munch. Et Christian Munch, vous le connaissez tous et toutes, parce qu'il est venu chez vous. C'est sûr et certain. Peut-être un repas de famille, un dimanche, parce que Christian Munch, sa famille est très très connue. Mais juste avant de commencer l'histoire de Christian Munch, je voulais dédicacer cette conférence à Monsieur Gino Tognoli, qui était membre de l'association Christian Munch, qui nous a beaucoup aidés et qui est décédé il y a quelques semaines. Il y a 3 ou 4 semaines. Et moi je suis quelque part, je suis pas content qu'il soit mort, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je suis content qu'il ait eu dans la main le livre qu'on a terminé d'écrire, et je sais que ça lui a fait extrêmement plaisir. Alors Christian Munch, cette photo que vous avez là, c'est une de ses dernières photos. Quelques semaines plus tard, il sera décédé. C'est probablement le décollage, son dernier décollage de France. Au Bourget. Et je vous expliquerai dans quelles circonstances il est parti. Et j'aime bien cette image parce que, quelque part, et c'est juste avant de fermer la porte, il nous regarde une dernière fois, et puis on a envie de le connaître. Donc, Christian Munch, je vous ai dit que vous le connaissiez parce qu'il venait chez vous. Parce que Christian Munch, c'est le fils de la famille Alsa. C'est le dernier fils de la famille. Alors, avant de vous parler précisément de Christian Munch, je vais recadrer 2 ou 3 petites choses. Parce que, quand vous allez sur le site d'Alsa, et quand vous regardez cette petite vignette, ce petit sachet rose que certains et certaines d'entre vous... vous avez une date ici, je ne sais pas si on la verra très bien, ici, 1897. Et sur le site d'Alsa, on nous explique que Émile Munch, alsacien, choisit la France, fait la levure, qu'il vend ses sachets au curé du coin, qui lui fait de la publicité. Il n'y a rien qui tient debout, mesdames et messieurs. Il n'y a absolument rien qui tient debout. On va être simple. Je vais essayer de vous expliquer. Alors pourquoi? D'abord, parce que... Si je ne me mets pas sur le... Voilà. Ce qu'on sait d'Émile Munch, c'est qu'il est alsacien, mais allemand, soyons bien clairs. On dit toujours qu'il est alsacien. Je sais pas, les Lorrains et les Alsaciens ont toujours tendance à dire « Oh non, mais il est Lorrain ou il est alsacien comme s'il était... » Non, il est allemand. Alsacien. Mais allemand d'abord. Il naît en 1875, dans le sud de l'Alsace, après la possibilité d'opter pour la nationalité française. De toute façon, c'est ses parents qui auraient pu opter. Donc lui, il naît à ce moment-là. Il va faire son apprentissage en boulangerie, c'est ce qu'on nous dit, et il travaillerait pour la Compagnie internationale des wagons-lits, la CIW, l'Orient Express, pour simplifier. Et ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de réfléchir sur 2 ou 3 petites choses.
Et il s'installe à Havricourt. À Deutsch Havricourt. Parce qu'Havricourt, je ne sais pas si vous le savez, mais Havricourt, c'est un village qui est coupé en deux. Par la frontière, la nouvelle frontière de 1871, entre Ignay-Havricourt, côté Meurthe-et-Moselle, et Deutsch-Havricourt, de l'autre côté de la frontière, qui est toujours la frontière des deux départements. Et à Deutsch-Havricourt, il y a une immense gare, dont il ne reste presque rien. Il reste une aile, alors je ne sais pas si c'est celle qui est au premier plan ou celle qui est à l'arrière, il reste une aile qui tombe en ruine, c'est une catastrophe. En tout cas, ils sont là. Et ils sont bien du côté allemand de la frontière. Et j'en ai une preuve, figurez-vous. Parce qu'on a trouvé une petite carte postale. Cette maison existe toujours. Si vous la cherchez, elle est juste en face de la poste. Et si vous regardez ce qui est écrit, Geschäftshaus, c'est-à-dire maison commerciale, Mönch, ici. Donc on est bien sur Deutsch Havricourt. Et alors, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un meilleur contraste et puis une meilleure précision de l'image, mais ici, vous avez un petit drapeau. Et c'est la frontière. Et la voie ferrée passe entre le drapeau et la maison qui est ici. Donc, ils sont bien du côté allemand. Il n'y a pas de doute. Alors que sur le site d'Alsa, on nous dit non, mais ils sont du côté français. J'ai oublié de vous dire, ils sont protestants aussi. Donc ça me gêne pas, c'est absolument pas grave. Mais moi, je me dis, comment le curé devient un partenaire commercial d'un protestant allemand de l'autre côté de la frontière, vous voyez? Là, ça commence à me questionner. Et pour terminer ça, j'ai trouvé l'acte de naissance de Christian Mönch. Alors, vous foncez un peu les yeux parce que c'est pas très net. Je vais juste souligner quelque chose. Donc, tous les actes de naissance ont été refaits après le retour de l'Alsace et de la Moselle à la France. Ils ont tous été refaits parce que tous les gens qui étaient nés là, il fallait les faire redevenir français. Et cet acte de naissance, cet extrait de registre de naissance, il est bien du département de la Moselle. Donc, on est bien du côté allemand, il n'y a aucune ambiguïté, alors que dans toutes les publicités alsaciennes, on vous met Ignay-Havricourt, côté français. À tous les coups. Et on le met même, et ça va peut-être vous faire rire, on continue à le mettre Ignay-Havricourt, il y a des publicités dans l'Est républicain jusqu'en 1910, alors que Ignay-Havricourt n'est plus utilisé depuis 1898. On insiste bien. Alors, Émile Mönch est-il un gros menteur? Non. Émile Mönch est un commercial génial. Il veut vendre sa levure en France. Il ne va pas dire qu'il est allemand. Donc il construit toute une mythologie parce que c'est un petit génie du commerce. Et j'ai une belle photo de famille. Et cette photo de famille, elle est extrêmement inintéressante, mais elle est en fait très intéressante. Alors, je vous présente maman, Elisabeth Dingens, née la même année que Émile, en 1875. Ils se marient et ils ont 3 enfants que vous avez ici. Le premier, c'est Paul. Ensuite, Irma. Là, ici, joli. Et le petit, Ernest Christian. Et vous allez me dire, oui, c'est beau, c'est joli, mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est qu'il y a, j'ai mis en tout petit et en italique, vous avez les lieux de naissance. Parce qu'on nous dit, Émile Mönch crée son entreprise à Havricourt en 1897. Ça tient pas debout. Pourquoi? Alors, parce que Elisabeth, souriante et ici présente, et Émile, les parents, se marient à Saint-Jean. En fait, je ne sais pas si vous savez où est Saint-Jean. C'est la banlieue nord-est de Sarrebruck. Ils sont de Sarrebruck quand ils se marient. Et le petit Paul, ici, naît à Saint-Jean en 1901. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est possible. Parce qu'à l'époque, les femmes avaient tendance à accoucher, à retourner chez leurs parents pour accoucher. Il y a un exemple célèbre, c'est De Gaulle. Vous savez que De Gaulle est né à Lille. Pourquoi? Parce que ses grands-parents sont de Lille. Bon. À moins qu'ils habitent toujours à Saint-Jean. Plus étrange, 2 ans plus tard, Irma, elle est née à Conseil-Chaussy, dans le Metz.
Alors là, vous pouvez pas me dire que c'est à cause des grands-parents. Mais moi, j'ai une explication simple. C'est que notre ami Émile, il travaille toujours pour la Compagnie internationale des wagons-lits à la gare de Metz. On est d'accord? Si la gamine naît à côté de Metz, c'est que la famille est à côté de Metz. Donc ils ne sont pas en 1897 à Havricourt. Et le seul à naître à Havricourt, Deutsch Havricourt, eh ben, c'est Ernest Christian. Donc la famille n'a pu arriver à Deutsch Havricourt que sur la fin de l'année 1903 ou début de l'année 1904. Et en plus, l'entreprise n'existait pas sous le nom de Munch Alsa. Elle a été fondée qu'en 1907. Alors que sur le petit sachet rose, c'est marqué 1897. Il décale de 10 ans. Pourquoi? Parce que ça fait bien pour la clientèle, ça fait qu'on a de l'expérience, ça fait qu'on est français. Je poursuis un petit peu. 1897, c'est avant l'affaire Dreyfus. Un Alsacien traître, vous voyez? Alors que Émile, c'est un Alsacien patriote. Ils déménageront à Nancy en 1910 et ils obtiendront, par deux procédures un petit peu distantes, la nationalité française, Émile en 1910 et sa femme en 1913. Ils sont installés rue Eugène Hugo. Pour l'entreprise, est installée rue Eugène Hugo, qui est une rue qui est derrière Blandan, qui existe toujours, mais il n'y a plus rue. Bon, alors on va se concentrer sur le petit Ernest, qui grandit, qui va aller à l'école alsacienne de Nancy, c'est étonnant. Et le petit Ernest n'aime pas qu'on l'appelle Ernest. Donc il va prendre son deuxième prénom, Christian. Et à partir de là, c'est Christian Munch. Il va rencontrer un camarade de classe qui est passionné d'aviation. Nancy, je ne vais pas développer ça, mais Nancy a été une très grande base pendant la Première Guerre mondiale. Donc il a vu passer des avions au-dessus de sa tête, et il va prendre des cours d'aviation au Crotoy. Le Crotoy, il y a une grande école d'aviation au Crotoy, des frères Caudron. Et là, c'est l'apprentissage de notre ami Christian, c'est vraiment lui sur la photo. Alors, au Crotoy, il n'y a pas de piste d'atterrissage. En fait, on se pose sur l'estran, c'est-à-dire sur l'espace dégagé à marée basse. Et vous avez des grands hangars, il y a 4 grands hangars sur le bord de la plage, où on tire les avions à marée haute, il y a les réparations, l'entretien, et les élèves pilotes, qui payent d'ailleurs, vivent dans le village, dans les petits hôtels, dans le village. Et il va apprendre progressivement à piloter. Alors, au Crotoy, il y a des gens célèbres qui sont passés. Il y a René Fonck, par exemple, le meilleur pilote le meilleur français de la Première Guerre mondiale. On a un peu oublié, parce qu'on parle toujours de Guilmer. Guilmer, il est mort. Le Fonck, il a survécu. Notre ami Christian Munch donc apprend sur des avions, et c'est progressif au Crotoy. Il n'y a pas de double commande. Donc, on vous lance sur un avion qui n'est pas capable de voler et qui roule. Et puis après, vous passez sur un avion qui est capable de faire des petits sauts de puce pour vous apprendre à décoller et à atterrir. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, vous passez sur un avion qui a toutes les possibilités de vol. En faisant des tours de piste, enfin pas piste d'ailleurs, des tours d'estran pour aller toucher un petit peu le sable, pour savoir si c'est pas un peu trop mou, si c'est bien, si c'est pas bien, de se poser, ou s'il faut refaire un tour pour éviter un accident. Et il est très très content, notre ami Christian, il va avoir son brevet. C'est toujours le Christian, là. Il va avoir son brevet au Crotoy. Il a c'est en 1926. Il est né en 1904, il a 22 ans. Bon, c'est sûr que la famille, c'est facile pour eux. C'est facile d'aligner, parce que au Crotoy, si vous êtes un élève pilote et vous cassez du matériel, vous le payez. Et c'est pour ça qu'ils disent souvent au Crotoy, les élèves qui étaient de familles humbles étaient des meilleurs pilotes. Parce qu'ils faisaient beaucoup plus attention, parce que derrière, il fallait sortir les sous. Donc, il se débrouille bien. Et bien, figurez-vous qu'il va casser sa tirelire et il achète un avion. Cet avion, enfin, c'est pas l'équivalent de cet avion sur lequel il a appris. Alors, cet avion, c'est un Caudron G3, je dois l'avoir indiqué quelque part. Mais voilà. C'est pas aéroplane à l'époque, non? Alors oui, alors il y a plusieurs vocables. On dit aéroplane, on dit machine volante. Mais là, après la guerre, on est vraiment sur avion.
On dit vraiment avion. Alors ces avions, c'est des avions de reconnaissance qui ont été utilisés toute la guerre. Ils ont été construits à 2400 exemplaires. Donc après la guerre, il y a plein d'avions d'occasion. C'est pas très très cher. Pour quelqu'un qui apprend... j'ai l'impression que c'est un peu comme quand on était à l'auto-école. On apprenait sur une 205, on voulait acheter une 205. C'était parce qu'on connaissait la machine. Bien, donc il va acheter cet avion. Alors la légende dit qu'il a pris une voiture de l'entreprise, qu'il a vendue en douce de son père, pour compléter ses économies, pour acheter un avion. Et il revient à Nancy avec. Il revient à Malzéville, puisque la base c'est Malzéville. Il n'y a pas d'autre base après la guerre que Malzéville. On est un petit peu vilé, mais c'est surtout Malzéville. Donc il se pose à Malzéville. Immédiatement, les militaires qui sont à Malzéville lui mettent l'avion sous clé. Oui. Il se pose, avion sous clé. Donc ça fait un scandale. Il y a des articles dans l'Est républicain. Alors avec un droit de réponse. Donc il y a Christian Munch qui dit oui, c'est inadmissible, on m'a pas fait d'ennui, je suis un bon pilote, etc. Puis il y a le colonel Boucher qui dit non mais ça va pas du tout, il fait n'importe quoi, il se prend pour un invincible, il veut même pas reconnaître qu'il met les autres en danger. Enfin, ça finit par s'arranger quand même, jusqu'au jour où, boum, il tombe. Hein? Le 6 septembre 1926, il écrabouille son G3 sur le plateau de Malzéville. Ah, il est indemne. Il paraît même qu'il était mort de rire. On trouve ça très drôle. Hein. Alors, d'après les experts du pilotage de Malzéville, il aurait été surpris par une météo changeante. Hein. Donc, il fait son petit tour de piste, il approche de la piste, il ne la voit plus, puis il s'écrase. Hein. Alors, sur cette image, ça c'est une authentique photo de Christian Munch. Sur cette image, alors vous distinguez peut-être pas très bien, mais ici dans le fond, vous voyez, il y a un hangar, il y en a même deux, il y en a un second ici. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Parce que les militaires de Malzéville sont en train de déménager. Donc on démonte les hangars du plateau de Malzéville. Les militaires vont aller à Essel, à la plaine Flageols, derrière le quartier Kléber. Il ne restera qu'un seul hangar après tous les démontages de tous les hangars de Malzéville, parce qu'il y en avait beaucoup quand même, hein, il y en avait une petite vingtaine hein, quand même. Et bien, le seul qui reste, c'est celui que vous pouvez encore voir aujourd'hui, qui est centenaire, qui a été construit en 19... Enfin, l'adjudication en 23 et la construction est en 24. Donc il est centenaire, et c'est le seul qu'ils n'ont pas démoli parce que c'est le seul qui était en maçonnerie. Et il y a sa stèle pas loin là. On va en parler, madame. Il y a plein de choses. Mais vous avez raison, on va en parler. Il y a plein de choses intéressantes sur la stèle et des choses un peu glauques d'ailleurs. Mais pour l'instant, il n'est pas encore en stèle. Quelques années plus tard, parce que Christian Munch, figurez-vous, ben, il joue à fond la carte Alsa. Donc il va demander, pas à son père, mais à son frère, qui deviendra plus tard le directeur, hein, tant que son père est aux commandes. Paul est directeur adjoint, donc il va faire un grand sourire à son frère en disant est-ce que l'entreprise pourrait pas nous financer un petit peu un avion ou deux? Il y en aura 10. Ça marche. Alors en contrepartie, tous les avions sont marqués Alsa. Hein? Alors méfiez-vous, parce que quand on dit Christian Munch, l'avion Alsa, non, c'est un des avions Alsa. Hein, celui-ci, il l'achète en 1931. Parce que Christian Munch dit « j'ai envie de voler ». Il est un peu ambigu hein, quand même, parce que bon, il est directeur commercial d'Alsa quand même. Hein, mais il a envie de voler. Il a envie d'être pilote, mais il est directeur commercial. Alors, il essaie de croiser les deux choses. Et il se dit « j'aimerais bien faire des raids lointains ». Pour ça, il lui faut un avion, pour ça, il lui faut des finances. Et il va acheter, hein, il va faire acheter cet appareil, qui est un Farman 190, qui est un très bon avion, que tous les pilotes de raid utilisent à l'époque. Il a un très très bon copain, qui s'appelle André Bailly, qui vole à Malzéville, qui est aussi fils de famille, fils d'industriel, qui vole sur le même type d'avion, à la même date. Et bien là où c'est très intéressant, c'est que cet avion, il veut aller faire des raids. La première question, c'est où? Sauf que vous avez des gens qui viennent de traverser l'Atlantique Nord, un certain Lindbergh, bon, vous ratez. Vous avez des gens qui traversent l'Atlantique Sud, hein, la TCOR, l'Aéropostale, des gens comme Mermoz, qu'il connaît, hein, il connaît Mermoz. Hein. Donc, il lui reste l'Asie.
Donc il va aller du côté de l'Asie avec cet avion, et il va faire 2 raids en 1931. Alors, avant d'aller plus loin, il y a 3 choses à dire sur ça. D'abord, Christian Münch qui veut faire un raid. Bon. Alza, ça lui fait une pub extraordinaire. Enfin, à condition qu'il revienne, naturellement. Et puis, Farman, parce qu'après la guerre, les avionneurs, fabricants d'avions, ils n'ont plus de clients. Il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes. Il y a des pilotes, on ne sait plus quoi en faire. Hein, les pilotes de bombardier, les pilotes de chasse, ils sont au chômage. Donc on va commencer à se dire, c'est peut-être intéressant de faire des raids, je parle bien des avionneurs, pour montrer la fiabilité de nos appareils, pour pouvoir les vendre à des compagnies aériennes qui commencent à naître à cette époque-là. Donc, Christian, lui, veut faire des raids, Alza, il voit une opportunité publicitaire et commerciale, et Farman voit de la publicité pour son propre compte. Et donc va donner une assistance technique pour tous les pilotes qui veulent faire des raids. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors juste avant, peut-être, j'ai peut-être des photos, parce qu'il y a un Farman, c'est un 192, c'est pas un 190, c'est dommage, qui est conservé au musée du Bourget. Aujourd'hui, il est plus visible, il est démonté, il est dans les réserves. Il ne diffère de l'avion de Münch que par la roulette de queue et le moteur. Un moteur un peu plus volumineux, vous ferez attention. Et surtout, j'ai une photo de l'intérieur. C'est assez rustique, hein. Et il décide de partir à l'autre bout du monde avec ça. Et ils vont s'adresser à Farman, le constructeur de l'avion, en disant, ben voilà, j'ai un Farman 190, est-ce que vous pouvez me le transformer en configuration RAID? Augmentation des réservoirs, augmentation des réservoirs d'huile, instrumentation spéciale. Et Farman le fait. Et le Farman le fait avec tous les pilotes qui demandent. Parce que si vous multipliez le nombre de pilotes qui partent, vous multipliez les chances qu'ils reviennent. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et puisqu'on est toujours sur Farman, Farman dit oh, je vous laisse pas partir tout seul. Je vous mets ce charmant personnage qui s'appelle Johanny Burtin. Il a 10 ans de plus que Münch, il a été pilote de guerre. Mais surtout, il est pilote réceptionnaire chez Farman. C'est un employé de Farman. Et petite information supplémentaire, Johanny Burtin a travaillé sur la mise au point des instruments pour le vol sans visibilité chez Farman. Donc on dit à Christian Münch, d'accord, vous partez avec un avion de chez nous, mais vous partez avec un pilote de chez nous. Ils vont bien s'entendre. Johanny Burtin, d'après Christian Münch, est un extraordinaire professeur, mais ils vont écrire un livre tous les deux. Et ce livre, donc quand on lit ce livre, on se rend compte en fait que Christian Münch ne touche pas les commandes. C'est Johanny Burtin qui pilote. De A à Z. Le monsieur qui est au milieu, donc, c'est Paul. Et on fait un maximum de publicité avant le départ. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, évidemment, les deux héros. Devant l'avion. Ravitaillement en eau. Toujours devant l'avion. Je me demande si c'est pas Malzéline, ça. La pose détente. Avec Alza bien visible quand même. On fait très attention que Alza soit toujours bien visible. D'ailleurs, on le pointe du doigt. N'oubliez pas que c'est Alza. Et puis, donc ces photos-là, on les trouve partout. Si vous cherchez sur le net, vous allez les trouver. C'est celles qui ont été déposées à Imagest Paris. Bon, et bien, les voilà partis. Direction Tokyo. En 1931 avec l'avion, oui, et Tokyo. Alors, c'est très intéressant. Alors pourquoi l'Orient? D'abord parce que un certain nombre de pilotes sont encouragés par le gouvernement. Parce qu'ils voient dans l'aviation le moyen de transmettre les ordres, les courriers, aller et retour vers l'empire colonial. Et donc les pilotes ont une assistance technique sur place. Si vous vous posez dans une colonie française,
eh ben, vous êtes accueillis par les autorités françaises, vous disposez des hangars, vous disposez des mécaniciens, vous disposez de tout. Très pratique. Et donc, les voilà partis. Alors, vous allez me dire que je connais pas bien ma géographie, parce qu'il n'y a pas que des colonies françaises, c'est un trajet. Hein. Mais si, ça va très bien se passer. Alors, le trajet aller est toujours, a toujours moins d'étapes que le trajet retour, parce qu'on essaie d'établir un record en même temps. Ils sont tous en train de courir après un record. Donc on essaie d'aller le plus vite possible, on se lève très tôt le matin, on décolle la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, et on vole jusqu'à la dernière goutte d'essence de l'avion, en espérant qu'il n'y ait pas de problème, qu'on n'ait pas un détour à cause de la météo, ou quoi que ce soit, qu'on n'ait pas un problème moteur, ou n'importe quoi d'autre. Des fois, c'est un peu chaud. Et on se pose le plus tard possible. Et puis après, dans la plupart des cas, il faut entretenir l'avion. On ne dort pas beaucoup non plus. Christian Munch dit que sur le raid, alors peut-être, oui, sur celui-ci, il a perdu 10 kilos. Et pas mal d'heures de sommeil. Il dit aussi que Burtin bricole le moteur, etc., pour que tout fonctionne le lendemain matin. Donc il y aura quelques péripéties sur ce trajet. Ils mettent, parce que ça je ne vous l'ai pas dit, c'est le trajet en rouge, le trajet aller, donc Istres, à Paris si vous voulez, Tokyo, 21 jours. Ils ont mis 3 semaines. Parce que, par exemple, à Alep, ici, à Alep, ils vont se planter. Quand ils arrivent, il pleut, le terrain est gras, ils posent l'avion passe sur le nez, hélice tordue. Il faut 3 jours pour redresser l'hélice, donc 3 jours de perdu. Ça arrive. Quand ils arrivent en Chine, pouf, mauvaise météo, on s'arrête. Donc ça se passe relativement bien. 3 semaines de voyage, très éprouvant, mais il y arrive. Alors ils sont très bien accueillis au Japon. Ils vont rester 8 jours au Japon. Donc, alors, je ne sais pas si c'est du champagne, non, ça m'étonnerait. Et c'est pas des verres à saké, ça c'est sûr. Donc en mars 31, ils sont au Japon, ils sont radieux, ils sont très bien accueillis, même si avant d'arriver au Japon, ils ont encore été obligés d'attendre 48 heures que les autorités japonaises leur envoient les autorisations. Encore 48 heures de perdu. Donc dans une perspective de record, ça les embête un peu, en disant si on a une meilleure météo, si on n'a pas une route plus courte, ou pas de problème moteur ou d'incident, on peut faire mieux. Et ils vont préparer leur départ. Mais avant leur départ, ils vont avoir une très jolie médaille remise par un général japonais, Nagao Kagaishi, qui est très connu. Si, c'est le type qui a les plus longues moustaches du monde. Oui. Et il a envoyé une photo, oui, non, mais plus de 50 cm, je crois. Et il a envoyé une photo dédicacée à Christian Munch, que nous avons, qui est ici. En 1935, alors ils sont très très fiers. J'ai eu la chance, parce que les photos, on les a récupérées en écrivant au Japon. On est tombé sur un blog, type en anglais. Donc on a écrit, et le gars a répondu. Ils disant oui, Christian Munch, machin, vous les photos, top, photos. Et deuxièmement, Christian Munch a un petit cousin toujours vivant, qui s'appelle Daniel. Et Daniel me dit, lui, il fait un peu d'aviation aussi. Il est allé au Japon. Et il a dit, oui, absolument. On s'en souvient, enfin, entre guillemets, on s'en souvient. On était très honorés. Les pilotes français. Image très, très positive. Et évidemment, il va falloir rentrer. Et ça se passe très bien. Est-ce qu'il y avait déjà des aviateurs japonais, enfin une aviation développée? Au Japon, ça commence. Ça commence, et les conditions générales, c'est... Alors, je suppose, oui, qu'il est général d'aviation, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à construire les avions de chasse japonais. Et c'est normal, parce que c'est à la... Alors, je ne sais plus l'intitulé exact, mais c'est l'association impériale de l'aviation, ça se déroule là. Donc, il est logique que Gaishi soit au moins lié de près ou de loin à l'aviation ou à l'aéronavale. Et évidemment, je ne vous l'ai pas remis, mais on va rentrer. Alors, attendez, voilà, on va rentrer. Et quand on rentre,
Alors c'est très amusant parce qu'il se pose en Chine. Vous voyez, en Chine, du côté de Hong Kong, il y a 3 jours. Parce que, en fait, on leur explique que s'ils partent et qu'il fait mauvais temps, il ne faut pas qu'ils se posent dans la campagne. Parce que sinon, les Chinois vont les attaquer. Ils considèrent que l'avion est une menace. Venue des peuples du Nord qui pourraient les surveiller. Donc si on se pose, si on a un accident et si on se pose, et ben résultat, les paysans vous sautent dessus, il vous arrive des bricoles et ils cassent l'avion. Donc on préfère faire attention et prendre ses précautions, surtout au retour. Hein. Il y a juste une petite anecdote que j'ai envie de vous raconter sur le retour, parce que vous verrez qu'elle est importante pour la suite. On est ici, au niveau du 12, qui est Bandar Abbas. Je vous ai dit, lorsque les pilotes partent, ils sont très bien reçus par les autorités françaises, etc. Mais très curieusement, ils sont aussi très bien reçus ailleurs. Hein, si vous vous posez dans une colonie anglaise, très souvent, ça se passe très bien. Parce que c'est tout le grand monde de l'aviation qui est content de votre réussite. Sauf à Bandar Abbas. À Bandar Abbas, lorsque Munch et Burtin se posent, les autorités anglaises leur tombent dessus en disant « vous n'êtes pas en règle ». Et ça se passe pas bien. Les résultats des courses, ils se regardent tous les deux, j'aime bien cette anecdote. Hein, on remet un petit peu de jus dans le réservoir, on remonte dans l'avion et on se barre. Ni vu, ni connu, ils vont faire 45 minutes de vol, ils vont se poser un petit peu plus loin, sur un autre terrain d'aviation. Mais cette petite anecdote, elle est importante pour la suite. Ils n'ont pas été bien reçus à Bandar Abbas. Hein, vous regarderez où c'est en ce moment, l'aéroport de Bandar Abbas, on n'est pas loin de certaines choses qui se passent dans le monde. Hein, on est juste au nord du détroit d'Ormuz. Hein. Bon. Donc, nos deux aviateurs, je repasse vite fait les images que vous venez de voir. Ah. On rentre et on pavoise l'avion hein, de toutes les étapes. Hein. Alors, vous avez Tokyo au centre, hein, Paris tout en bas, Paris tout en haut, et puis toutes les étapes aller, toutes les étapes retour. Hein. On fait un maximum de publicité. Farman et Elsa. Hein, on ne sait jamais, c'est une image positive pour l'entreprise. Et bien ça ne les arrête pas du tout, parce que la même année, au mois d'octobre, on repart. Et on repart avec les deux mêmes. Ils ne sont pas fâchés. Hein. Et on repart direction Tananarive, Madagascar. Donc c'est exactement le même style de vol. Hein. On va suivre les routes terrestres, puis les grands fleuves pour traverser toute l'Afrique en écharpe. Il y a juste la traversée maritime là, entre le Mozambique et Madagascar, qui n'est pas très sécure. Quoi. Il y a 600 km de mer. Christian Munch, il n'aime pas tellement voler au-dessus de la mer. Mais ça se fait bien. Et pareil, ils vont rentrer avec un peu plus d'étapes. L'avion va être chargé de souvenirs, peau de panthère, défense d'éléphant, sacs postaux. Enfin, à chaque fois qu'ils se posent, ils ramènent un truc. Hein, donc ils n'arrêtent pas et ils vont rentrer et ça se passe très très bien. Et c'est encore son copilote qui... Oui, c'est le même. Et non, mais je veux dire, Christian Munch, il pilote jamais alors. Alors Christian Munch, dans le livre qu'ils ont fait là-dessus, à un moment il dit je prends les commandes parce que Burtin est trop fatigué. Et il se dit reporter, mécanicien, navigateur. Mais c'est quand même très étonnant. C'est lui le propriétaire de l'avion, mais Farman a dû dire Johanny, tu prends les commandes parce qu'on veut que ça réussisse quand même. Alors peut-être qu'il a pris des commandes sans le dire dans son livre. Mais c'est quand même très étonnant. Parce que je suis d'accord avec vous. Alors, on nous dit que Johanny Burtin, il termine les journées à genoux. Hein. Il est complètement fatigué. En plus, la météo n'est pas toujours très bonne, donc ça gigote dans tous les sens. Quand ils arrivent à Fort-Lamy, trajet aller Fort-Lamy, je vous raconte. Pas de bol, 1er novembre. Ils arrivent le 1er novembre à Fort-Lamy. Ben, quand vous décollez de Gao, vous envoyez un télégramme à Fort-Lamy en disant « Oh, on arrive demain !» Donc vous décollez de Gao, et 3 ou 4 heures du matin. On est quand même en octobre, donc la nuit est tombée. Quand vous arrivez à Fort-Lamy, où tout le monde est parti parce que c'est un jour férié, que le télégramme il n'a pas été envoyé. Enfin, il n'est pas arrivé. Donc,
Munch nous raconte qu'ils ont secoué l'avion dans tous les sens au-dessus de Fort-Lamy pour essayer de récupérer les dernières gouttes d'essence dans les réservoirs pour pas tomber en panne. Et qu'à force de tourner au-dessus de la ville, le gouverneur de Fort-Lamy se dit tiens, il y a un avion qui arrive, on va peut-être rallumer les feux de la piste, hein. On devrait peut-être en avoir besoin. Ah, c'était chaud, hein. Là, c'était un peu chaud. C'était Bon. quel pays à l'époque? Fort-Lamy, c'était. Fort-Lamy, c'est la France. C'est le Tchad, hein. C'est au Tchad, hein. C'est la banlieue ouest de N'Djamena. Mais il n'y avait pas de télégraphe. Si, mais il n'avait pas été distribué le 1er novembre. C'est ça. Jour férié. Le postier, il était resté chez lui. Surtout qu'il ne devait pas en avoir des tonnes. Hein. Oui, mais là, ça veut dire que le terrain d'aviation n'avait pas de personnes spécialisées dans la télégraphie. Non. Bah non. Non, non, même les radios, hein, ça marche pas. On est en 1931 quand même, madame. Hein? Donc le gars qui était de faction à l'aéroport, il dit ouais, bon, il est 5h, je rentre chez moi, hein. Il se passera plus rien. Puis à 19h, coucou. C'est employé ça. Oh, ils ont eu chaud. Ils le disent, hein, d'ailleurs. Bon, quand même, ils rentrent. Et c'est un événement parce que, en général, les journaux suivent, surtout l'Est républicain, pour être honnête, parce que Munch, il est quand même de chez nous. Donc, on a des grands articles, et puis la presse spécialisée aussi. On a des grands articles, Christian Munch, d'étape en étape, et puis les revenus. Donc là, c'est probablement pas au Bourget, si c'est au Bourget, où Madame Burtin, ici, vient retrouver son mari avec leur petite fille, Michel, hein, et tout le monde est très content. Alors, je suis sûr que c'est en rentrant de Madagascar, parce que l'avion, il est déjà marqué Tokyo. Hein, donc s'il vient de se poser, ils n'ont pas pu poser les inscriptions. Hein. Un drôle de regard de Monsieur Munch, là, quand même, je trouve. Hein, c'est tout. Et puis ça, c'est Monsieur Farman. Et puis évidemment, retour à l'ancêtre. Chez Alza, formidable, le petit dernier, hein, a réussi son périple 2 fois à travers la planète. Alors, je ne sais absolument pas qui est sur la photo de chez Alza, mis à part évidemment Christian Munch, John Burton et pilote, mais surtout ici, c'est papa. C'est Emile Munch. Hein, je le remonte pour ceux qui n'ont pas bien vu. Ici, Emile Munch, et puis ici, le grand frère Paul. Petit. Non, grand frère, hein, c'est l'aîné. Hein. Christian, c'est le dernier de la famille. C'est le plus jeune. Hein, ils ont 3 ans d'écart. Hein. Paul est né en 1901 et Christian en 1904. Donc, tout le monde est content. Et puisque Paul Munch, non pardon, Emile Munch, est un très bon commercial, on va surfer sur la vague. Il n'est peut-être pas totalement d'accord avec les phrases aéronautiques de son fils, parce que ça coûte cher à l'entreprise, ça devrait lui coûter cher de toute manière, mais quand même, au niveau image, on est très fort. Donc ils vont commercialiser, il a toute une politique, Emile Munch, commerciale, avec des camionnettes qui traversent la ville, avec des cartes de fidélité, avec des livres de recettes. Et donc, dans la perspective de fidélisation de la clientèle, eh ben, vous pouvez obtenir un jeu de loi Alza, hein, le jeu de l'aviateur, avec la levure Alza, c'est marqué en gros, hein, la découverte du monde de Paris à Madagascar sous les ailes de l'avion Fox Alan. Hein, c'est comme ça, on dit, hein, vous avez une représentation de l'avion, et puis on le trouve encore de temps en temps sur le net, ce jeu. On s'en est procuré. L'occasion. Oui, d'occasion, fatalement. Oui, oui. Mais une belle occasion, hein, franchement, avec l'enveloppe, les règles du jeu, on a tout. Il manque les dés, peut-être. Et puis les jeux. Ah. Ah. Scherbeck. Oui, Jean Scherbeck. Ah, il y a beaucoup de photos de Scherbeck. Hein. Les photos posées devant l'avion, avant de partir, c'est Scherbeck aussi. Hein, et cette photo, alors, vous laissez se marier. Hein, 1er mai 1933, avec une charmante jeune fille qui s'appelle, alors je sais pas, parce qu'elle a 2 prénoms, hein, c'est Georgette Raymond, ou Raymond Georgette, je sais pas lequel elle utilisait, Grabenstatter. Oula. Non, ça se fait bien, hein, fille d'industriel alsacien. Hein, étonnant. Alors, cette photo, donc j'ai discuté avec Monsieur Puton, hein, qui est
l'héritier de Jean Chervet, c'est le petit-fils de Jean Chervet. Alors il m'a dit, quand on a parlé de cette photo, il m'a dit ouais, je fais une exposition sur mon grand-père, du coup il a fait développer la photo en 2 mètres de haut. Il m'a dit c'est à cause de vous, je l'ai fait développer en 2 mètres de haut, elle était au bout du hall d'exposition à Villers, là, c'était au début de l'année. Il était très 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 content, il m'a dit je peux même vous dire que la photo a été prise 2 jours après le mariage. Parce que la robe, on voit très bien sur l'agrandissement, la robe est froissée, donc elle avait dû la poser et la reprise pour les photos. Hein, c'est amusant. Et puis il m'a dit aussi j'ai un énorme problème. Qu'est-ce que je vais en faire de cette immense photo? Aujourd'hui, je peux vous dire, la photo a été confiée au musée de la base aérienne 133 de Nancy-Euchet. Ils ont récupéré la photo. Parce qu'il était pilote réserviste, notre bon Christian Munch. Et puisque... oui, ils partent en voyage de noces au Maroc. Oui, c'est tout mignon. Ah oui, des belles photos. Et sur le bateau, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Louis Dagrel, qu'on ne connaît pas sous ce nom-là, Paul Rambert, dans son nom d'écrivain, qui va lui dire « Ah non, mais vous êtes passionnant, faut raconter vos exploits. » Et les notes que Christian Munch a prises pendant son voyage, alors surtout le deuxième voyage, celui où il a traversé l'Afrique, et un petit peu le voyage vers l'Asie, pour lui transmettre les notes, il va écrire le bouquin. Et puis ils vont acheter une petite maison, dans la prairie. Non, pas dans la prairie, avenue du Montel. Cette maison, 198 avenue du Montel ou avenue Général Leclerc, pour ceux qui connaissent, elle est toujours là. Alors j'ai un petit doute sur la Réhausse. Peut-être que la Réhausse n'est pas d'origine. Elle est juste en face de l'usine. Pile en face. Enfin, il ne reste rien de l'usine. Alors je vais vous situer ça. Hein? Rue Christian Munch, l'usine. C'est rue Christian Munch, l'usine. Sûr. Ah bien, non, si, c'est clair. Rue Christian Munch. Je sais. Elle était là. Elle est là. Regardez. Oui. Elle est là, l'usine. La rue. Ici. Oui, je la connais plus. Oui. Saint-Charles. Oui. Ici, ça doit être la rue de Saint-Mans. Hein? L'avenue du Montet, donc avenue Général Leclerc. Et la maison est là. D'accord. Ah, là, Et ici, vous avez ce que la famille appelait le château. oui. Donc, ce château, c'est la maison familiale. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Donc, je pourrais beaucoup aimer avoir des photos, mais comme tout le quartier. Elle existe toujours, elle est toujours là d'ailleurs. Ah bon? Elle est toujours là, la maison, toujours en place. Hein. Oui, toujours en place. Hein. Bah, parce qu'il y a un grand immeuble devant, là. On voit bien. Elle est toujours en place. Ah bon? On On a cherché. Si, elle est là, elle est toujours là. La maison. Elle est toujours là? Elle est cachée alors. Bon, ça par contre, tout ça a disparu. Oui, tout à fait. Tout ça a disparu. Et donc là. Je vous dis ça, c'est parce que j'ai travaillé là. Pour ça, j'ai travaillé moi. Pour ça que j'ai On s'est pas rencontrés avant, Ah, madame. ben voilà. Non mais, parce que moi, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Nancy Rétro, Nancy d'avant, et puis un groupe, les anciens d'Alsa. D'accord. Et j'ai demandé, personne ne m'a jamais répondu. Mais la maison existe toujours. Oui, C'est curieux, oui, c'est oui, curieux. toujours, oui. Ah, bah c'est une bonne nouvelle. Donc en attendant, hein, le couple, il ne reste pas à la maison familiale. Traverse la rue. Et puis cette rue, hein, ça s'appelle la rue Saint-Charles, pour l'instant. Les Munch ont quitté Nancy pendant la Première Guerre mondiale, ils sont allés dans les Vosges, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont allés à Nantes. Et ils sont revenus à Nancy, et c'est là qu'ils ont construit cette grande usine. 1947. Bon, un sujet qui fâche un petit peu. Donc, lorsque Christian Munch vole à Malzéville, à un moment, il a été un peu embêté par un journaliste qui s'appelle Jean Catineau, qui est sur la photo, ici, et ils vont se prendre un peu d'amitié. Jean Catineau raconte que Christian Munch l'a emmené faire, enfin, il l'avait un petit peu maltraité dans un article, et Christian Munch a dit, bah, il va faire un vol. Il s'est un petit peu vengé. Donc Catineau a serré les dents, hein, il a fait mine d'être content, même s'il avait un peu l'estomac au bord des lèvres, il lui a serré la main, c'était bien gentil, merci beaucoup. Puis ils vont se lier d'amitié. Catineau, il y a un petit problème avec Catineau, c'est Catineau, il a une histoire sombre durant la Deuxième Guerre mondiale. Il est journaliste, il travaille pour la presse collaborationniste, et ça va bien entacher, hein, il sera même condamné. Mais en attendant, avant la guerre, ils sont copains avec Munch.
Et il décide de faire 2 vols, enfin 2 raids. Il y a un deuxième livre qui est écrit par Catino, où il nous parle de Munch. Alors d'ailleurs, il est très intéressant parce qu'il nous parle un peu plus du caractère de Munch. Dans le premier, c'est très factuel, hein. On est à telle heure, à tel endroit, on a vu ça, on a vu ça. Dans le deuxième livre, il dit, bah tiens, il s'énerve un peu, il fait des blagues, ça dépend des circonstances. Et donc, ils vont repartir direction Madagascar, avec un autre avion. Et lorsque Catino raconte le vol, il dit, le seul truc qui manquait pas à bord, c'est les cigarettes. Tout le reste, on n'a pas pris de route de secours, on a laissé les fusées de détresse, ça se passe pas super bien. Parce que dès la traversée maritime, ici, entre Istres et la Tunisie, ils perdent de l'huile, beaucoup d'huile. Donc ils vont faire réparer l'avion en Libye, en Égypte, ils perdent toujours de l'huile, ils veulent leur corps, puis ils vont continuer quand même. Arrivés ici, au Mozambique, ils décollent, ils font quelques minutes de vol, le moteur ratatouille, ils se posent en catastrophe, ils ont une bulle d'air dans l'alimentation moteur, mais Munch n'arrive pas à la réparer, il y a la clé à molette qui vole à travers la piste, enfin, c'est assez folklorique. Et quand il rentre, Catino dit on nous dit qu'on a de la chance. Non, on nous dit qu'on n'a pas eu de chance. Parce qu'on n'a pas fait le record. On nous dit qu'on n'a pas eu de chance. De mon point de vue, on en a eu. Et ils vont rentrer, par la côte, hein, par Djibouti, puis ils prendront une route plus courte. Alors, ils ne vont pas réussir de battre le record, mais ils ont fait une belle balade. Catino, il est que passager. Ah, non, il n'a aucune compétence aéronautique. Hein, on sait que, alors, pas avec Catino. Si, avec Catino, il s'est endormi, Munch. Ils sont endormis tous les deux. Parce qu'en traversant la Méditerranée, en plus, ils sont enrhumés. Ils traversent la Méditerranée sur le coup de 3 heures du matin. Donc ils s'enrhument, ça va pas bien, machin, puis à un moment, ils s'endorment, et puis boum, ils sont réveillés par une secousse. Ah non, mais c'est un truc de fou, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on reprend l'altitude? Tout va bien. Alors, ils vont passer un séjour assez agréable à Madagascar. Ils sont très très bien reçus par le gouverneur de Madagascar. On leur fait visiter des tas de choses. Ils vont à la chasse. On leur fait des pâtisseries Alsa. Du pâté lorrain. C'est authentique, hein? Bon, ils n'ont pas réussi à avoir des tartes à la Mirabelle, parce que je pense que le fruit n'a pas réussi. Et avec Catino, ils vont faire un deuxième grand vol, qu'il appelle 7 capitales en 7 jours, sur le nord de l'Europe. On est en 1935, et Catino fait un chapitre où il dit on voit des croix gammées quand même. Ah oui, ça commence bien. Hein, à Danzig, ça se passe pas très bien. À Berlin, puis il fait... ce qui est intéressant dans les chapitres de Catino, c'est que Catino, lui, il ne fait pas une description pilote, il fait une description du journaliste et de géographe. C'est-à-dire, il va décrire ce qu'il voit dans les villes. Alors, ça ne prend pas des pages et des pages, hein. Mais il dit par exemple, Berlin est triste. En plus, il prépare les Jeux Olympiques, mais il n'y a pas de vie nocturne, les gens sont pas heureux à Berlin. Hein. Et puis, alors par contre, quand ils repassent sur la Hollande et tout ça, ils vont au restaurant, hein, ils font le vol la journée, ils vont au restaurant le soir, ils s'amusent bien, hein, et on rentre à Nancy. Il y a plusieurs vols comme ça, de Catino, pas toujours avec Munch. Par exemple, on va passer une journée sur la Côte d'Azur. Donc on part de Malzéville tout le matin, on passe 3 ou 4 heures à Nice, et puis on verra. Mais quand ils s'arrêtent, c'est pas sur des terrains toujours officiels? Si, la plupart du temps, c'est des terrains officiels. Sauf une fois, ils sont posés dans la jungle à Madagascar parce qu'ils n'avaient pas d'huile. Une fois de plus. Ils ont été sauvés parce qu'il y a un bus qui est passé, donc on a pris le bidon d'huile du bus et puis on a terminé. Ouais. Si, ils s'arrêtent sur des aérodromes. Enfin, sur des aérodromes, mais c'est beaucoup plus facile, même en Afrique, de faire une piste de 1000 mètres que de construire une route de 300 km. Des fois, le problème, c'est de la trouver. Au Mozambique, ils ont tourné une demi-heure parce que elle doit être là, la piste, elle est où? Mais ils tournent. Donc on a de l'essence, ça. Bon. En 1934,
faut que j'avance un petit peu quand même. En 1934, Christian Munch devient président de l'aéroclub de l'Est, Malzéville. Il est connu, il a fait des raids, il est fils de famille, donc je me dis que les gens de l'aéroclub se disent « ça doit être bien d'avoir un type comme ça qui a le bras long. Hein » Il connaît plein de monde, c'est vrai, hein, c'est authentique, il connaît plein de monde. Il a une réputation mondiale, même si nous on est complètement oublié. Il a une réputation mondiale à l'époque, et tout va bien. Il est porté triomphalement à la présidence de l'Aéroclub de l'Est, ça nous plaît beaucoup. Hein. On dit qu'il n'est pas avare de conseils, qu'il est toujours prêt à dépanner, il manque un pilote pour faire un baptême de l'air, top, il monte dans l'avion, il le fait. Hein, il n'est pas prétentieux. Quoique certains disent le club est à son service. Ceci étant, d'autres pilotes aussi, comme André Bailly. Mais il va se battre pour développer une section alors qui sera portée à partir de 1936, qui s'appelle les SAP, les sections d'aviation populaire, où on propose aux jeunes de voler à moindre coût. C'est subventionné, on a des avions, et c'est des licences à prix cassé. C'est porté par le Front populaire. Celui qui s'en occupe, c'est un type totalement obscur qui s'appelle Jean Moulin. C'est authentique, hein? Jean Moulin s'occupe de ça. Et il y a tout un parcours. On peut faire de l'aéromodélisme, après on peut faire du planeur, et puis on peut faire de l'avion. Il y a tout un parcours, parce qu'il y en a quand même 2 ou 3 qui regardent de l'autre côté de la frontière en se disant « les Allemands, ils sont en train de reconstituer leur armée de l'air. Hein » À partir de 1935, la Luftwaffe. Donc, on pousse à temps. Et Christian Munch, il a très envie d'inscrire le club dans cette logique-là. Et il va même... Alors, c'est pas lui qui a créé la section, mais il va faire qu'elle perdure et qu'elle se développe, la section vol-à-voile. Le planeur à Malzéville est porté et supporté par Christian Munch. Ou d'ailleurs, il fera acheter et construire un planeur à Elizabeth. Tant qu'on y est, tout le monde est content. Alors, ça, c'est magnifique. En 1937, à Malzéville, on va construire un club house, surnommé Chalet Munch. Devinez pourquoi. Hein? Et on va faire un immense meeting en juillet 1937. Hein? Et ça tombe bien parce qu'il fait acheter un tout nouvel avion, ici, qui est un Percival Vega Gull. Un très bon avion que tout le monde utilise pour faire des raids. Petite arrière-pensée. L'avion est tout neuf. Hein. C'est pas le seul à voler sur ce type d'avion en Malzéville d'ailleurs, hein. Il y en a un deuxième. C'est américain aussi. Oui, c'est américain ou anglais C'est anglais. Anglais. Oui. Bah, les Anglais sont nuls en cuisine, mais ils sont bons en aviation. Je peux pas tout rater. Donc très très bon avion. Et ça sera un immense meeting. Et ce meeting, alors, il va pas faire de présentation le jour du meeting. Enfin, pas faire de présentation. C'est un petit peu ambigu. Il va pas voler. Donc tous ses copains volent, il fait venir des gens de partout pour faire un grand meeting. Il y a un monde de fou, hein. Il y a un monde de dingue à Malzéville pour ce meeting. Mais lui, il peut pas parce qu'il est président, et quand on est président de club, on va dans tous les sens pour tout organiser, coordonner, etc. Mais il va faire des baptêmes de l'air nocturnes après le meeting. Hein? Vous mettez alors 3 personnes plus le pilote, hein, 4 personnes dans cet avion-là, et il fait des tours de ville au-dessus de Nancy illuminés. C'est très très apprécié, c'est très bien. Je ne sais pas combien il en a fait, mais les privilégiés qui ont le droit de faire ça, qui ont l'opportunité de faire ça, sont très très contents. Plus intéressant, c'est donc ce chalet, hein, qui était quasiment en face du hangar. Il n'existe plus. Alors celui-là, ouais, Là, il existe plus. au carré, 2 fois. Parce que c'est pas celui que vous avez connu, c'est celui d'avant. Celui-là, c'est celui d'avant. Hein, alors il y avait un gardien, il y avait un espace, je vais vous le montrer, il y avait une salle où on pouvait faire les réunions du club, l'attente pour les baptêmes de l'air, et voilà, le voilà, donc bien marqué Aéroclub de l'Est, mais vous ne le distinguez pas, et on a même une très jolie photo de l'intérieur. Hein, et ça ne ressemble pas du tout à ce que vous avez connu, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis au travail, il est juste derrière moi, hein, qui a fait une très jolie reconstitution en 3D. Hein, et même de l'intérieur, hein, voilà à quoi ressemblait... quand vous arriviez à Malzéville, vous aviez une vieille ferme sur ma droite, vous aviez le grand hangar que vous connaissez, mais ça,
Je ne vais pas vous faire l'histoire du hangar. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo là-dessus, avec toutes les images de l'histoire de ce hangar sur YouTube. Vous chercherez si ça vous intéresse. Et tout au bout, là où aujourd'hui il n'y a plus que des ruines, où était le bar que vous avez connu, eh bien vous aviez ce bâtiment. Ce bâtiment a été détruit en 1944. Ah. Il reste rien. Et il y avait un pauvre morceau de mur. C'est très étrange. On ne sait pas trop. On ne sait pas. Et pourtant, on a cherché. Ça veut dire que ça fait 6 ans qu'on cherche, on n'a pas trouvé. Bon, très joli petit ensemble, hein, très agréable. Je peux même vous dire que Christian Munch s'est débrouillé pour avoir une licence 4 et vendre de la bière, venu directement des brasseries de Champignol parce qu'il tutoyait le directeur des brasseries. Et on allait y courrier, hein, est-ce que tu pourrais arranger ça? Ouais. Ben, ça sert d'avoir un gars qui a le bras long. Hein. Bon, après, il ne faut pas voler. Donc, avec cet avion, il va faire préparer cet avion, et ça fait écho à la première image que je vous ai proposée, il va le préparer pour un nouveau raid. Il veut retourner au Japon. Seul, ce coup-ci. Oui. C'est quoi la cabine à gauche? La cabine à gauche. Je crois que c'est marqué gardien. Là. C'est un hangar du Bourget, ça. On essaie de savoir lequel, on n'a pas trouvé. Donc, on va préparer l'avion configuration raid. Alors, il y a une description. En gros, il ne peut pas bouger. Il y a tellement de choses dans l'avion. Déjà, là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous distinguez bien les rideaux. Là, il y a un réservoir. On démonte les sièges, il y a un réservoir. Il ne peut pas bouger. En kilos garantie. Hein. Il le sait, hein. Il a tout à portée de main, la petite lampe, il a même un crayon avec une petite tablette, mais le crayon a une ficelle pour pas qu'il tombe. Hein, il prépare absolument tout. Il y a un pneu de rechange, il y a une bouteille de champagne. Oui, il part tout seul. Il y a juste la place. En gros, c'est ça. Un maximum d'essence, c'est juste la place pour lui. Et il va partir direction Tokyo. Alors, objectif record. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de place dans l'avion. Vous oubliez toute la partie ici. Hein. Ici, alors pas le tableau de bord évidemment, mais la partie commande, démontée pour mettre tout ce dont il a besoin. C'est pas très large en plus. Hein. Vous voyez, il a même ici un instrument qui est juste entre ses genoux. Hein. Le tableau de commande, ça ne doit pas être très loin quand même, environ 60 cm. Gonfler le garçon quand même. Mais très prudent, on a des descriptions où il dit voilà, un raid, c'est pas n'importe quoi, il faut prendre son temps, il faut bien calculer, il faut attendre la bonne météo. Oh, je vous ai pas dit, il vient d'être papa. Un petit nourrisson qui naît pour moi le novembre 1937, une petite fille, elle s'appelle Marie. C'est sa deuxième fille. Il y a une fille qui est née un petit peu avant, en 1934, qui s'appelle Christiane. Oh, ben c'est... Oh... Ben il part quand même. Bon, il décale son départ parce qu'il y a une mauvaise météo. Alors, il y a des gens qui jugent très souvent ça en disant « Oh là là, il laisse sa femme avec un bébé, ça se fait pas !» Ben, elle est juste en face des grands-parents, dans une maison confortable, tout le monde va bien. Et moi, je me souviens que mes grands-parents, ils touchaient pas les bébés. Hein. Ils étaient la même génération que Christian Munch. Ils touchaient pas les bébés. Pas parce qu'ils les aimaient pas, c'est parce qu'ils avaient peur de mal faire. En disant, oula, changer une couche, c'est du domaine de maman. Hein, les choses ont un peu changé, heureusement. Mais c'est pas du désamour. Et le voilà qui part de Malzéville. Voilà. Ça fait penser à la photo d'introduction. Ouais. Oui. Le jupe en métal là, qui est au-dessus du hangar. Ouais. Tu ne l'as plus aujourd'hui. Non, on l'a plus aujourd'hui. Mais ça, il faudrait faire l'histoire du hangar, mais c'est pas le sujet. Si... Donc là, on est sur le côté gauche du hangar. Donc là, c'est le là, tiens. Oui, c'est la porte. Là où il y a encore l'église en métal, il est à droite de tout ça. C'est ça? Alors j'essaie juste de situer l'avion. Il est devant le hangar habituel. Il y a le hangar actuel, il y a une esplanade devant, là où il y a la porte, il est là. Okay.
J'ai une photo, hein, j'ai des photos du hangar. Hein. Oui, parce que je comprends pas, du coup, c'est les arbres là-bas. Enfin, Les arbres là-bas, Mais ils sont morts depuis le temps. c'est où Ah, la... Ouais, la 32 qui passe en travers. La 32 en travers, pour les spécialistes de l'aviation. Et la butte Sainte-Geneviève, elle est derrière le capot. But de Sainte-Geneviève par là. Voilà. Mais sinon, je peux... J'ai des images hein, dans ma clé Huts, on peut... Il n'y a pas de problème. Hein. Ou alors visionner l'histoire du hangar, parce que c'est décassé, c'est moche. Enfin bon, le voilà parti. On en a la preuve. Alors, vous n'arrivez pas à lire. Mais je traduis, dernier décollage, 16 novembre, 14h40, direction le Bourget. C'est la dernière trace qu'on a de Christian Munch à Malzéville. C'est moche. Il partira 4 jours après. Hein, il va au Bourget, il se prépare, il attend la bonne météo, on fait le plein de l'avion, on révise, machin, et il part le vol. Direction Tokyo. L'objectif, c'est le record, il va le rater. Pas de beaucoup, du bon, ce sera pour la prochaine fois. Bon, alors, avant ça, hop là. L'avion va rester à Saigon. Alors, pendant très longtemps, on a dit, il va à Tokyo, l'avion reste à Saigon. Alors déjà, moi, je comprends plus. Hein. Pourquoi? Alors, c'est très simple. Déjà, s'il va à Tokyo, faut pas oublier que le Japon est en guerre à l'époque. 1937, ils sont en guerre, les Japonais. Et contre les Chinois. Et le trajet qu'il avait utilisé en 1931 passait par la Mandchourie et redescendait par la Corée. Donc, il ne peut plus passer par là. Donc, il laisse son avion en sécurité à Saigon, au territoire français. Il prend le bateau, une semaine de mer, il est à Tokyo. Une semaine retour. Petit détail très important. On y va. Le drame. Il revient, alors a priori le 13 janvier 1938, dans son hôtel à Saigon. Et il trouve un télégramme, peut-être même plusieurs. La petite est morte. Le petit bébé qui est né au mois de novembre est décédé au mois de décembre. Sauf que quand le télégramme est arrivé, lui devait déjà être à Tokyo. Donc, panique à bord. Qu'est-ce qu'il fait notre bon Christian Munch? Il veut rentrer plus vite. Il veut rentrer plus vite, il se précipite, il fait faire le plein de l'avion et il décolle. Direction la France, le plus vite possible. Bon. C'est là que son histoire s'arrête. Il va traverser toute l'Asie. Sans arrêter. Il va juste s'arrêter à Karachi. Karachi, ici. Il s'arrête à Karachi, il s'arrête 110 minutes. Parce que la météo est pas bonne. Il fait le plein, il machin, il consulte la météo, à mon avis, il dort pas. Là, il repart. On doit être aux alentours de 30 heures de vol. D'affilée. Hein? Vous, quand vous prenez la route, on vous dit toutes les 2 heures, il faut faire une pause. Hein. Lui, il descend pas. Hein. Donc, il trace le plus vite possible. On nous dit qu'il établit un record. Saigon-Karachi, c'est marqué sur tous les monuments. Bon, ils se sont trompés. Parce qu'ils n'ont pas pris les 2 heures de décalage horaire. Donc, il n'a pas fait en 21 heures, il l'a fait en 23 heures. On a remué les choses avec Vincent dans tous les sens. Il n'a pas le record, mais c'est pas grave, c'est marqué sur les monuments, puis tant pis. Hein, c'est comme ça. Donc, arrivé à Karachi, il repart. Alors, il suit le trait de côte. Hein. C'est assez direct. Son objectif, c'était Bassora. Il voulait se poser à Bassora, sud de l'Irak, actuellement, parce que, si vous voulez, c'est très simple de suivre un trait de côte la nuit. Hein, vous avez peut-être quelques lumières de ville, s'il y a un petit peu de lumière lunaire, vous voyez très facilement la terre, la mer, vous suivez. C'est très vrai. Il y a les forts aussi maritimes. Au Moyen-Orient, 1938. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Et donc, Bassora, après, c'est la traversée de l'Irak. Bah, des phares maritimes. Oui, donc il parlait des phares dans la mer, des phares qui phares, indiquent aux marins. Oui, mais je maintiens. Ah oui. Moyen-Orient, 1938, je maintiens. Oui. J'ai un gros doute. Hein. Sur les plus gros ports, peut-être, mais là, vous savez, c'est un peu le désert, hein, quand même. Hein. Ici, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ici aussi, hein. Il y a quasiment rien. Enfin, ici, aujourd'hui, il y a pas mal de lumière, mais c'est à cause d'autre chose. Je ne pouvais pas le rater, ça. Bon, donc, pourquoi s'arrêter à Bassora? Parce qu'après, la traversée de l'Irak, en suivant les fleuves, ça se fait de jour. Sinon, vous n'avez pas de repère. Donc, lui,
Karachi, direction Bassora, et on se posera à Bassora. Sauf que, arrivé ici, à l'ouest de Bandar Abbas, il dit, alors, Bandar Abbas, il y a un aéroport, hein, ça c'est clair. Se poser à Bandar Abbas, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, en 1931, les autorités anglaises l'avaient arrêté. S'il veut rentrer vite, il ne peut pas prendre le risque, donc il va continuer. Et il va disparaître, notre pauvre Christian Munch, dans cette zone. Alors on a réussi à le localiser précisément, ici, à 70 km de Bandar Abbas, hein, l'aérodrome est là. Hein, vous avez l'île d'Ormuz, vous avez cette grande ville ici qui s'appelle Keshm, et il a suivi le trait de côte, et selon toute vraisemblance, il s'est endormi. Voilà. C'est ce qu'on a de plus plausible, compte tenu des circonstances, du temps de vol, etc. Ça veut dire qu'il ne prenait pas d'amphétamine? Sûrement que si, et de la caféine. Si. Possible. Mais à un moment, vous savez, le corps lâche. Donc, on a une mention ici qu'on a trouvée dans les archives anglaises qui disent on a retrouvé les débris d'un avion qui est un Percival Beagle 2 jours après le crash dans la mangrove. Ici, une mangrove. Donc, on est sûr qu'il est tombé là, on ne l'a jamais retrouvé. On ne l'a jamais retrouvé. Hein. Donc, il voulait rentrer vite. 34 ans. Bon, c'est pas fini. Hein. Grosse émotion à Lorraine. Le président, machin, Christian Munch, le super pilote, le représentant de la famille, machin, disparaît. Bon, je me demande si sa veuve n'a pas eu des remords. Hein. Parce que vous imaginez, hein, la gamine est morte. Hein. Donc elle meurt en décembre. Il a le télégramme en janvier. Elle aurait dû pas envoyer le télégramme. Oui. Et la famille. Et les reproches derrière. T'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouh, ça va pourrir les relations, ça. Ou je m'y connais pas. Condoléances du président de la République, rien de ça. Hein. Alors, veuillez me permettre, madame, de vous assurer mes bien vives et douloureuses condoléances dans le deuil si cruel qui a frappé votre foyer, adressé à madame veuve Christian Munch. Triste, mais c'est pas fini. Hop. On va lui construire un joli monument. Hein. Tout le monde se cotise. Il y a une liste longue comme ça, avec des gens prestigieux. Hein. On va se cotiser pour faire un joli monument à Christian Munch. Hein, Cochiner aux commandes de la sculpture, Bichaton aux commandes du socle, parce que Bichaton a récupéré le poste de président de la Gonfle de l'Est. Hein, et on fait un superbe monument. Il y a un petit souci. On va l'inaugurer, ça va être retardé. C'était prévu en septembre 39. Aïe. Ah oui, aïe. Et voici le monument construit sans la stèle. Parce qu'on devait l'installer pour l'inauguration en septembre 1939. Je vous passe ces épisodes, hein, parce que c'est circulé 2 fois. Mais ça n'a jamais installé cette stèle. Pas mince. Un beau monument comme ça. Peut-être une image du 43. Et voilà ce que ça aurait pu être. Le travail de Vincent. Hein, imposant quand même. Les ailes du pilote, la couronne de laurier ici, l'étoile qui fait un repère, et puis ce Christian Munch qui montre son périple avec, on le verra tout à l'heure, un point un peu plus gros qui est l'endroit de l'accident. Avec hein, les raids en Afrique et les raids vers l'Orient. Superbe. Sauf qu'il n'en reste rien. Oh. Si vous avez fréquenté un peu le plateau de Matzéville, pendant très longtemps, il y avait encore le socle avec les deux pentes. Vous vous souvenez? Bon, ça a été détruit pour faire un parking. Et puis, les quelques morceaux qui restaient, je sais pas, il y a une pelleteuse qui est passée par là. On ne sait pas trop comment. Il reste quasiment rien. Il reste ces quelques fragments ici, on peut lire 1904, c'était l'année de naissance 1938. J'en ai trouvé quelques-uns et il faudrait bien préserver un peu ça. On a toujours ici Christian, hein, que l'on voit très très bien. Quelques morceaux ici, l'étoile, qui est ici. Et puis ici, une partie du patronyme. Hein. On va peut-être mettre ça dans un coin, pas à l'abri, je sais pas.
Bon, c'est un peu lourd, je pense que. Puis il faut la volonté de les mettre sur place. Quant à la stèle, comme elle n'a jamais été installée, elle a eu quelques péripéties. Première péripétie en 1948, incendie chez Cochiner où était restée la stèle, très abîmée. On sait pas. Alors, je vous ai pas dit. Hein. Je suis incapable de vous dire qui a détruit le monument. Ah bon? Ah oui. Ah parce qu'on a trouvé un truc, hein, c'est les Allemands. Ouais. Ils ont cassé beaucoup de choses. Oui, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vous explique vite fait pour deux raisons. D'abord, pourquoi détruire un monument pas fini dans un endroit complètement désert en 1944 alors que c'est la débâcle et qu'il y a des ponts à faire sauter? Ça tient pas debout. À Verdun, les monuments ont été respectés par la Wehrmacht. Ils ont même pas dynamité le monument aux soldats israélites. Et ça, je le tiens d'un guide conférencier de Verdun. Ils s'y ont pas touché. S'ils avaient envie de détruire un monument symbolique, ils descendaient Stanislas. Hein. Ça aurait été beaucoup plus marquant pour la population, mais totalement idiot. Ils auraient fédéré tout le monde contre eux. Parce que si les Allemands sont pas complètement idiots quand même. Donc ça tient pas debout. On est incapable de vous dire qui a détruit le monument d'origine. Impossible. Et puisque la stèle existait, pourquoi elle n'a pas été scellée malgré la guerre? Parce qu'il y avait autre chose à faire. La stèle Il restait plus grand chose à faire. Quoi. Oui, mais à partir de 1940, lorsque les Allemands arrivent en 40, Hmm. plus personne ne monte à Maldives. Hein. Ouais, d'accord. Ah oui, L'explication. l'explication. Pourtant, il y a un concours d'aéromodélisme en 42. Et à partir de 43, c'est un terrain de dispersion d'essai parce que Essai devient une base allemande. Et ils vont planquer des appareils sur le plateau de Malzéville. On a des images d'un bombardement sur Malzéville. Mais puis ça n'intéresse plus personne. Quoi. Ah, je vous ai pas dit, Cochiner, il a été condamné pour collaboration aussi. C'est bizarre que son entreprise prenne feu. Bon, en tout cas, la stèle, elle va être placée dans le hangar de Malzéville pendant des années. Contre le mur. Elle sera ressortie en 2001, nettoyée, restaurée, et elle est posée actuellement à l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Que va-t-elle devenir si jamais Metz-Nancy-Lorraine ferme? C'est une question que l'on se pose activement. C'est très probable en plus. Si vous avez un peu de place sur votre buffet de salle à manger, vous pouvez voir ça. Elle fait 2 tonnes et demie. Non, ça... Puis ça habille bien un mur, hein, je vous garantis. Ah, vous avez vu, hein, bande d'Arabas, hein, un peu plus gros. Ça, c'est une photo qui avait été prise par le photographe Cuchet, mais dans l'autre sens, quand il était dans un de ses avions, et qui a servi aussi pour faire les bons de souscription au monument. Ah, et quand on va au cimetière du Sud, sur la grande allée principale, vous avez le monument Munch. Il y a un problème. C'est papa et maman. Hein postérieur, bien postérieur, hein, c'est un monument de 51. Alors j'aime bien parce que vous avez cette allégorie ailée, hein, qui peut-être est l'intermédiaire entre le ciel et la terre, entre les âmes et le ciel. Peut-être une allégorie aéronautique, je ne sais pas. Bon, enfin bon, quand vous faites un beau sourire au gardien du cimetière, il vous indique plein de choses intéressantes. Donc là, il n'y a que papa et maman. Hein, Elisabeth ici, hein, qui meurt en 54, et Émile en 58. Mais il me dit, mais attendez, il y a une tombe, Christian Munch. Sauf qu'il n'y a que 2 personnes dedans. Il y a Marie Munch, le bébé décédé, novembre-décembre 1937. D'ailleurs, il me dit, c'est bizarre parce que la tombe, elle était faite qu'en avril. Que des bons corps entre décembre et avril. Bizarre. Mais enfin, c'est pas grave. Hein, donc, le bébé, et puis surtout, il y a Raymond Gravenstatter, maman, qui meurt en 2005, hein, quand même. Ah oui, elle a une belle vie, hein, enfin une belle vie. Elle est née en 1912. Bon, elle s'est remariée, hein, rassurez-vous, elle s'est remariée après le décès de Munch, puis elle a divorcé. Elle devait avoir un sacré caractère, le divorce a duré 14 ans. 2 juridictions, 14 ans. Ouais. Et puis elle a déménagé, elle n'est pas restée devant chez les beaux-parents, elle est allée ailleurs, elle est allée rue Victor Hugo,
mais elle a gardé la maison parce que c'est sa fille qui hérite. Bon, il y a un personnage qui est mort en 96 au plateau de Malzéville, qui s'appelait René Ruinet, qui avait décidé de remettre la mémoire de Christian Munch en avant. Et c'est lui qui s'est démené pour fonder l'association, pour restaurer le monument, pour lui trouver une destination. Et il n'a pas vu la fin de son œuvre. Pourtant, en 2001, la fille de Christian Munch, Christiane, sa première fille, est venue inaugurer le monument que vous voyez actuellement sur le plateau de Malzéville, qui a été dessiné par Gino Tognoli, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi, avec une reprise. Alors en plus, ils ont fait une erreur, il n'est pas né en 1905, il est né en 1904, avec une reprise du médaillon d'origine, absolument magnifique, avec un petit texte. D'une part sur les pilotes et d'autre part sur les exploits de Christian Munch. Christian Mollet, je crois, est décédé en 2008 dans mes souvenirs. J'ai un petit doute. Regardez, c'est le monument que vous voyez aujourd'hui au plateau de Malzéville. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le monument a été vandalisé 2 fois. Vandalisé 2 fois. Alors, je ne vais pas développer cet aspect-là, mais on nous dit que quelqu'un, visiblement un petit peu saoul, a fait l'idiot en voiture et est venu percuter le monument par l'arrière. Ça ressemble. Ouais, sauf que quand on va sur les lieux, qu'on se demande comment il a fait, on a plus de chances de gagner au loto. C'est très bizarre. 2 ans plus tard, il a bien bougé là le monument, vous voyez. Il y a une haie d'un côté, il y a un arbre de l'autre. Il faut pile passer entre les deux. De quel côté, quel que soit le côté duquel vous arrivez, c'est louche. C'est hyper louche. Et puis si vous tapez un monument comme ça avec une bagnole, vous laissez des pièces sur le gazon. Bizarrement, on n'a rien. Même pas une trace de freinage. Non, c'est bizarre. Extrêmement bizarre. 2 ans plus tard, on pique le médaillon. Le médaillon a été volé. Et on ne l'a jamais retrouvé. Donc vous avez un artiste ici qui est venu faire un moulage sur le monument, sur la stèle de Louvigny, pour refaire le médaillon, mais en résine. Et vous allez voir sur le monument, vous avez le médaillon qui a été remis en place, et une petite étiquette en disant en résine. En gros, ne le piquez pas, ça vaut rien. Voilà. Et il a été remis en place, on voit très bien la plaque ici. Attention, résine. En fait, il y a 3 rues sur l'agglomération Christian Munch. Il y a la rue Saint-Charles, à côté de l'usine, baptisée en 1947. Il y a une rue à Tomblaine, qui allait à l'ancien musée de l'aviation, qui est aujourd'hui condamné, dont la plaque de rue a été volée. Source municipale, ça j'en suis sûr. Et vous avez une rue à Essen-Mouzin-Pré. C'est bizarre cet acharnement sur la mémoire d'un type mort en 1938, dont on ne sait pas qui a détruit les monuments. C'est extrêmement étrange. Bon, alors le voilà notre pauvre Christian Munch, qui nous dit au revoir, parce que j'ai terminé ici mon exposé, j'aurais pu développer plus de choses. Si vous avez envie, à votre disposition, il y a un livre que nous avons écrit, vous retrouvez toutes ces informations, et bien d'autres, évidemment. Je vous remercie de votre attention, et je remercie encore le Cercle du Travail pour son accueil.